monde. C'est notre dernier rendez-vous, comme on le faisait toutes les semaines. Le déconfinement s'accélère et en conséquence, on va ralentir notre présence pour parler des activités qui reprennent ou pour parler des obligations municipales. Toutefois, je tiens à ce que vous sachiez que s'il advenait qu'il y ait une circonstance particulière ou que des informations soient nécessaires pour la population, on reviendra sans hésiter pour vous donner les dernières nouvelles, pour vous partager ces informations-là. Alors, je commence d'emblée sur les nouvelles de la semaine. Cette semaine débutait la formation de préposés aux bénéficiaires. Le gouvernement planifiait 10 000 personnes, la formation pour 10 000 personnes. Ce sont effectivement 9 800 personnes qui sont en formation pour devenir préposés aux bénéficiaires et travailler dans les CHSLD partout au Québec. En Abitibi-Témiscamingue, ce sont 118 personnes sur une possibilité de 134 qui ont accès à cette formation-là et qui donc auront un emploi au terme de la formation dans un des CHSLD de la région. Ces 118 personnes-là sont formées à Rouyn, Amos et Val-d'Or et elles seront appelées, ces préposés aux bénéficiaires qui sont en formation seront appelés à travailler partout sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Depuis 10 jours, aucun nouveau cas de COVID-19 n'avait été recensé en Abitibi-Témiscamingue. Ce matin, le CISAT annonçait 2 nouveaux cas de contamination qui sont localisés en Abitibi. Ces 2 nouveaux cas, un de ces nouveaux cas-là est une personne qui travaille dans le réseau de la santé. Cela dit, le déconfinement, et c'était clair qu'on s'en allait vers de plus en plus de possibilités de rencontres et de déconfinement. Le déconfinement augmente le risque de contamination, d'où la très grande nécessité de rester vigilant, de demeurer extrêmement préoccupé du maintien des mesures de sécurité et de distanciation physique et sociale qui sont requises parce que, justement, on veut reprendre les activités le plus normalement possible et, en conséquence, ce sont des occasions de contamination. Alors, la vigilance est notre meilleure arme face à la propagation de la maladie de la COVID-19 et tout ce qu'on peut faire de mesures d'hygiène, se laver les mains, porter le masque lorsqu'on ne peut pas être à 2 mètres de distance des personnes, faire attention, toutes ces mesures-là seront utiles pour continuer de contrôler la COVID-19. Une autre information est importante, elle est sortie cette semaine, à compter de lundi prochain, les rassemblements de 50 personnes et moins dans des lieux publics seront autorisés. J'amène la différence, j'amène la nuance que ça ne peut pas se passer dans un lieu privé, mais bien dans des lieux publics où les personnes n'auront pas la possibilité ou seront limitées dans les possibilités de se déplacer, où le contrôle des foules sera particulièrement facilité de par la configuration des lieux. Bien entendu, on parle de salles de cinéma, de salles de spectacle ou de salles de réunion où la distanciation sera possible, où les contacts avec les personnes seront limités. Ainsi, il n'est pas question d'entraînement ou de danse ou de ce genre d'activités-là qui ne permettent pas la distanciation physique. Les personnes, sur le plan individuel, dans les résidences privées, peuvent se rencontrer à raison de 10 personnes, de 3 adresses différentes, dans une résidence privée. C'est clair, c'est vraiment important dans les résidences privées. Ce n'est pas une ouverture à faire des gros rassemblements, à faire des gros parties. Dans les résidences privées, on reste toujours à une limitation de 10 personnes. La question a donc été posée si, étant donné qu'il pouvait y avoir des rassemblements, si les ventes de garage pouvaient être autorisées. Je vous informe que les municipalités ne peuvent pas autoriser les ventes de garage. Les municipalités ont un devoir de s'assurer que toute activité qui se déroule sur son territoire
permet le contrôle des foules et élimine les rassemblements non souhaités. En conséquence, les ventes de garage ne sont pas permises. Vous avez par ailleurs accès à plusieurs mécanismes pour procéder autrement, ne serait-ce que par les médias sociaux, par les journaux communautaires, par les journaux eux-mêmes ou vos médias. Vous pouvez faire connaître votre proposition d'objet que vous souhaitez vendre, mais les ventes de garage ne sont pas permises. Je rappelle également, dans ce contexte-là, l'importance de la responsabilité pour les municipalités de contrôler les foules pour toute activité qui sera autorisée. C'est important pour les municipalités, elles en ont une responsabilité concrète. En conséquence, c'est normal que les municipalités ne souhaitent pas rendre accessibles des lieux ou des infrastructures qui favoriseraient des attroupements ou des foules sans qu'il y ait possibilité de contrôle. Pour ce qui est des conseils municipaux, on a posé la question si, étant donné la possibilité de rassemblement, si les conseils municipaux pouvaient être ouverts au public. Il en va pour nous d'une question de démocratie citoyenne, mais à ce jour, les conseils municipaux doivent toujours se tenir à huis clos. Et la question est toujours la capacité des municipalités, des organisations, à éviter les mouvements de foule et à avoir le contrôle sur qui se présente dans les lieux de rassemblement. Quelques nouvelles particulières maintenant concernant les municipalités de Témiscamingue, la ville de Témiscamingue et la municipalité de Kippawa, ainsi que la Nielle. D'abord, Témiscamingue, à compter du 6 juillet prochain, les bureaux municipaux seront réouverts au public sur rendez-vous. On vous invite fortement d'ailleurs, dans quelque bureau municipal que ce soit, à prendre rendez-vous avant de vous présenter. Ceci afin de, contrôler les mouvements de personnes à l'intérieur des bureaux, mais également et surtout à mieux se préparer à répondre aux besoins que vous viendrez soumettre à la municipalité. Donc, à Témiscamingue, à compter du 6 juillet, les bureaux municipaux seront de nouveau accessibles au public sur rendez-vous. Les espaces verts sont disponibles, mais les jeux et les modules de jeu ne le sont toujours pas. Je vous rappelle qu'il en va de la responsabilité municipale de s'assurer de la désinfection des installations. En conséquence, c'est extrêmement délicat. La municipalité ne les a toujours pas rendus disponibles. On a eu l'annonce aujourd'hui que les piscines pouvaient réouvrir, que les piscines et les gymnases et les salles d'entraînement pouvaient être de nouveau accessibles. Cela dit, la ville de Témiscamingue informe que sa piscine sera fermée cet été, comme elle l'a toujours été d'ailleurs. La rampe de mise à l'eau est disponible à Témiscamingue, ainsi que le service d'essence. Le golf est ouvert. Pour ce qui est de Kippawa, le bureau municipal est ouvert, mais encore là, on vous invite à prendre rendez-vous, ce qui permet d'accélérer toutes les demandes, que ce soit pour des permis, pour la construction, pour un permis de brûlage temporaire. Quand vous prenez rendez-vous, ça accélère le service. La rampe de mise à l'eau de Kippawa est disponible, elle est ouverte. Les toilettes publiques le sont également. Et il y a actuellement des discussions pour donner accès au parc de la municipalité de Kippawa. On se rappelle que c'est une question de désinfection et de surveillance. En ce qui concerne la Nielle maintenant, la rampe de mise à l'eau est ouverte. Les bureaux du parc Opémican, le parc Opémican ouvre ses activités le 19 juin prochain. Les bureaux de la Nielle seront donc ouverts à compter du 19. Les toilettes et les installations de gazebo sont disponibles à la population. La désinfection est assurée également pour les jeux, les modules de divertissement pour enfants qui sont disponibles. Le bureau municipal est également ouvert sur rendez-vous. Ça concerne les municipalités qui sont les plus proches de vous. Cela dit, quelques informations d'intérêt. Par exemple, on a beaucoup posé la question sur les déplacements interrégions, à l'intérieur de la région ou à l'extérieur de celle-ci. Il est important de rappeler que les déplacements interrégions ne sont pas interdits.
on vous suggère fortement de limiter vos déplacements d'une région à l'autre, mais ils ne sont pas interdits. Et en juillet, ils seront même facilités parce qu'on invite les Québécois à faire du tourisme, à découvrir le Québec. Si vous devez vous déplacer, on vous suggère de vous rendre à destination sans faire d'arrêt pour limiter les contacts que vous pourriez avoir. Et à cela s'ajoute la vérification que nous avons faite. Le contrôle de la COVID est relativement serré et très, très efficace en Abitibi-Témiscamingue et au Témiscamingue. Et il en va de même au niveau du nord-est ontarien. Le contrôle de la maladie est dans les mêmes proportions et avec la même efficacité dans le nord-est ontarien. Cela dit, attention lors de vos déplacements, soyez prudents et soyez surtout très vigilants. Une autre information, les Québécois sont inquiets pour leur centre-ville. En fait, c'est un sondage Léger Marketing qui a été demandé par la Fondation Rue Principale, tant au niveau des villes que des municipalités rurales, que des milieux ruraux comme les nôtres. Et les gens, à une proportion de 65%, trouvent que le centre-ville d'une communauté, c'est important. Et à 67%, ils demandent à ce que le soutien municipal et de l'État permette d'animer le centre-ville. Depuis le début de la crise, ils sont pourtant très nombreux à le fréquenter moins souvent, 72%, et 83% croient que la crise aura un impact négatif sur la vitalité de leur centre-ville. En conséquence, si une portion importante de la population estime que c'est important et qu'ils sont inquiets pour leur centre-ville, c'est un message pour nous tous de recommencer à fréquenter nos centres-villes et de faire le choix de nos commerces locaux, de nos commerces de proximité, de faire le choix de bien vivre chez nous. On n'est pas seulement là pour exister, on est là pour en profiter et bien en vivre. Alors, les centres-villes sont importants pour les Québécois. Je termine sur un exercice qui a été fait au niveau de la MRC. Cet exercice-là, c'est quoi faire au Témiscamingue cet été. C'est Mme Catherine Drolet-Marchand qui a complété le travail qui sera publié dans le Reflet témiscamien et que la MRC a mis sur son site Web. Quoi faire au Témiscamingue, évidemment, c'est des activités variées. Au Pémican demeure évidemment une activité de choix, un allié de premier ordre pour avoir accès à des activités, mais il y a plusieurs réseaux de sentiers pédestres, de marches et de plein air possibles au Témiscamingue, que ce soit dans les sentiers de la cascade de la rivière Cloque à La Force, que ce soit le sentier de la Pointe-aux-Roches à la Tulipe et Gaboury, que ce soit le réseau de Récréo des 15 dans le nord, dans le secteur nord, à partir de Notre-Dame-du-Nord, que ce soit le sentier écologique pour l'observation d'oiseaux à Nédelec ou encore le marais La Perrière à Duhamel-Ouest. Il y a beaucoup d'autres endroits également. On peut marcher et profiter de la nature au Témiscamingue. Plusieurs entreprises agricoles et agrotouristiques vous accueillent également pour l'autocueillette à la ferme ou pour découvrir les produits locaux, que ce soit le verger des Tourterelles, la ferme Nord-Vie, l'Éden Rouge, la Bleuetière de Guérin, le domaine des Ducs, le Wild Basket à Notre-Dame-du-Nord et combien d'autres. Découvrez-nous. Plusieurs endroits permettent également de faire des pique-niques savoureux. Découvrez les sites. Plusieurs sites et attraits sont toujours disponibles au public. Fort Témiscamingue, le Théâtre du Riff, la Maison du Frère Moffett, la Centrale des Premières Chutes et, évidemment, dans un territoire comme celui du Témiscamingue, on ne peut pas oublier, avec nos 7500 lacs et rivières poissonneux, l'activité de pêche. Alors, sur ce, je vous souhaite un très bel été. Soyez assurés qu'on sera au rendez-vous si des informations privilégiées ou importantes pour vous sont requises. Je vous souhaite de rester en bonne santé. Bon été tout le monde.